Nada, on peut démarrer? Bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire sous le thème La formation à l'ère du digital. Nous souhaitons la bienvenue aux participants via Zoom ou bien via YouTube. Nous sommes d'ailleurs en live sur YouTube. Je remercie aussi au fait nos intervenants que je vais présenter tout de suite. Donc, comme je viens de le dire, la digitalisation elle a chamboulé beaucoup de domaines. Elle a révolutionné l'industrie. Nous entendons parler de l'industrie 4.0, de la maintenance 4.0. Qu'en est-il alors de la formation professionnelle? Vous avez sûrement entendu parler du MOOC, du SPOC, de l'adaptive learning, du blended learning. Donc voilà, nous allons essayer de discuter quelles sont les perspectives d'avenir de la formation et la digitalisation et voir quelques retours d'expérience. Donc je vais sans plus tarder présenter nos intervenants. Nous allons commencer avec M. Nojbili, qui est le directeur général de la filiale OCP Maintenance Solutions. Il a à son actif plusieurs années d'expérience en industrie et c'est un digital enthusiast. Pour passer ensuite à M. Aishouri Hassan, qui est formateur de vocation et qui est le responsable technique de la formation au niveau de Lafarge Holcim Group, du groupe Lafarge Holcim Maroc. Et ensuite, nous allons voir un retour d'expérience avec M. Baradi Jalal, directeur du Centre de compétences industrielles de Jean Flasfort, qui a à son actif plusieurs années d'expérience au sein d'OCP et qui est passé par plusieurs postes de responsabilité, notamment VP du capital humain. Et enfin, nous allons clôturer avec M. Ratmani Ahmed, directeur du centre Al-Khawarizmi au niveau de l'université Mohammed VI, professeur adjoint, chercheur et académique, qui nous parlera davantage du blended learning. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Jbili Abdounour. Donc, bonjour tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Vous arrivez à voir ma présentation? Nada, vous arrivez à voir ma présentation? Oui. On la voit, c'est Parfait. Donc, en ce qui me concerne, je me représente, je m'appelle Jbili Abdounour, je suis responsable d'OCP Maintenance Solutions. Donc, pour ce webinaire-là, je vais essayer un petit peu de vous parler comment on peut imaginer cette formation 4.0 qui vient suite à cette quatrième révolution industrielle. Donc, j'ai choisi comme agenda de commencer par, déjà, c'est quoi l'industrie 4.0 ou la digitalisation pour les gens qui connaissent beaucoup d'échos sur ça, mais qui veulent un petit peu l'encadrer sous forme d'une synthèse pour bien l'assimiler. Après, on va voir les nouveaux outils pédagogiques qui viennent avec cette transformation digitale. On va voir par la suite la face cachée de cette... il n'y a pas que des avantages pour cette transformation, il y aura toujours des inconvénients. Donc, c'est quoi la face cachée de cette formation digitale ou les potentiels éventuels risques de cette digitalisation. Après, on va avoir quelques conseils, même s'il y a des risques, on peut avoir toujours des conseils pour résister aux risques liés à cette formation digitale. Et après, on va ouvrir le débat s'il y a des questions pour un petit peu échanger sur ce que j'ai partagé. Rapidement, c'est quoi l'industrie 4.0? C'est une quatrième révolution qui vient avec les trois précédentes. Il y avait une révolution de la vapeur, après la création de la machine, après une révolution liée à l'électrique, c'est ce qu'on fait vapeur électrique, électronique, et puis digital. Et à chaque fois, avec une révolution, il y a des challenges. Le challenge à l'époque pour la vapeur, c'était la puissance, comment créer des machines puissantes. Après, pour l'électrique, c'était la couverture, comment couvrir le maximum d'area en électrique. Après, pour l'électronique, comment créer des cartes électroniques rapides, parce que c'était ça principalement le challenge. Et actuellement, avec le digital, le challenge, c'est comment créer des solutions intelligentes. Qui dit intelligent, dit connecté, dit Wi-Fi, wireless, etc. Mais la finalité, c'est comment développer des solutions qui sont intelligentes. Donc, si on projette ça sur un métier que je connais plus, qui est la maintenance, donc tout le monde parle de la digitalisation ou la maintenance prédictive ou la maintenance world class. Donc, actuellement, avec cette digitalisation, donc on parle plutôt d'une maintenance à 75% prédictive et qui est représentée par une maintenance 4.0.
Alors, même pour la maintenance, il y avait à chaque fois, à chaque révolution, une forme de maintenance et un challenge. Donc, la forme de maintenance à la première révolution, c'était plutôt la maintenance réactive. Mais comment réussir à faire cette maintenance, même s'il est réactif? Après, avec la deuxième révolution, c'était plutôt le curatif. Comment éviter le rework avec une bonne contrôle de qualité. Et la troisième révolution, c'était peut-être comment on peut... Monsieur Jmili, je pense qu'on ne voit plus votre partage. Il y a un problème de partage? Oui. Je vais repartager. Voilà, partager. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, comme je disais, pour la maintenance, il y avait, avec chaque révolution, il y avait une forme de maintenance et un challenge. Donc, on a commencé par une maintenance réactive et le challenge, c'était comment réussir la bonne exécution. Après, avec la maintenance corrective, le challenge, c'était plutôt éviter le rework ou faire le contrôle de qualité. Après, dans la troisième révolution, c'était plutôt le systématique, comment planifier, préparer, optimiser le chemin critique. Et actuellement, avec la maintenance prédictive ou proactive, donc le challenge, c'est plutôt comment collecter de la bonne data, comment faire de la bonne inspection, parce qu'en fin de compte, l'inspection, avec n'importe quelle forme, c'est elle qui nous crée de la data. Donc, avec cette révolution, cette maintenance 4.0, il y a toujours cette combinaison, on ne parle plus de la maîtrise juste industrielle ou opérationnelle, mais on doit combiner ça, c'est qu'on doit avoir des gens qui sont à la fois expérimentés sur le chantier, mais qui connaissent aussi pourquoi on collecte toute cette data, c'est quoi la finalité de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qui combine à la fois un savoir-faire métier terrain avec un savoir-faire IT, big data, digital, etc. Et malheureusement, ce nouveau métier, il est très, très rare. Donc, d'après les études qui sont faites à l'international ou au niveau national, le grand souci actuellement, si on pose la question aux industriels, le frein majeur ou l'entrave majeure, c'est le manque de la main-d'œuvre qualifiée répondant à cette transformation digitale. Bien évidemment, il y a d'autres challenges, comme ce qu'on a vu, c'est un investissement remarquable pour digitaliser vos installations, la sécurité de la data, etc., qui sont aussi des challenges ou des contraintes d'actualité. Mais le problème majeur actuellement, c'est que c'est cette compétence qui peut répondre à cette nouvelle transformation digitale. Donc, les nouveaux outils pédagogiques qui viennent aussi avec cette transformation digitale. Donc, moi, j'ai essayé un petit peu de les synthétiser juste en comparant ce qu'on appelle une formation industrielle standard, parce qu'on faisait avant, avec une formation que je dirais où la touche digitale, ou la touche simulation, étude de cas, etc., rentre en jeu, ou ce qu'on appelle des formations blended, c'est-à-dire hybrides. On peut faire une partie en simulation à distance, etc., une partie en présentiel. Donc, sur les façons standards, c'est plutôt, on était axé sur du contenu, sur un programme qu'on doit réaliser, alors que plutôt sur le blended, c'est une démarche, c'est une approche, c'est un parcours, c'est la finalité, c'est l'objectif, c'est comment inculquer un savoir, une démarche pour ces personnes-là. Pour la formation standard, c'est que le savoir capté, et je souligne, peut ne pas servir dans le possible, c'est qu'on a un savoir standard, on ne peut pas le customiser à chaque fois pour chaque personne. C'est pour ça que je souligne qu'il peut ne pas servir si, bien évidemment, le savoir est loin du possible de l'apprenant. Alors que dans le cas du blended, on peut customiser, c'est que le savoir capté, il est exploitable directement en industrie, c'est qu'on peut créer même des études de cas spécifiques au poste de travail, on peut le modeler selon le besoin cible de l'industrie. La formation standard, par contre, il catalyse directement le canal d'apprentissage académique. Donc, nous, on a fait, avant de rejoindre l'environnement industriel, on a fait tout un parcours académique. Donc, si on est dans une formation standard, c'est le canal le plus usuel pour nous, le plus courant pour nous, le plus logique. C'est-à-dire que l'apprentissage académique, on est habitué à ça. Par contre, que la formation blended, c'est plutôt le nouveau canal industriel qui est basé sur le retour d'expérience. Mais si on commence à apprendre selon ce nouveau canal, c'est le canal qui deviendra par la suite en milieu industriel le canal principal d'apprentissage pour nous.
Après, donc, la formation standard, comme je disais, elle est difficilement customisable parce que il s'adresse à la majorité des personnes. On ne peut pas la customiser, surtout si on a un cours. On ne peut pas customiser la formation pour chaque cerveau, pour chaque personne. Alors que le blended, c'est qu'on peut la customiser et selon des pré-assessments, etc., on peut facilement l'adapter à votre besoin. La formation aussi standard, c'est une formation générique applicable à plusieurs industries. On ne peut pas l'adapter, on peut partiellement l'adapter, mais pas totalement. Alors que par contre, sur le blended, c'est une formation qui permettra peut-être aux entreprises de capitaliser leur savoir interne sous forme de cas, des études de cas. Et on peut dire à la fin que l'apprenti est, comme je le nomme, est virtuellement expérimenté. C'est-à-dire qu'il a pu, à travers ce parcours, développer un certain savoir-faire, même si en environnement virtuel. Les nouveaux outils, il y en a pas mal. Il y a des études de cas, il y a des jeux de société, la gamification du savoir, des serious games pour faciliter la digestion du contenu, des smart glass pour se connecter avec des personnes sur chantier et commencer à s'adapter à cet environnement, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont actuellement offerts par cette digitalisation. Il y a aussi des études de cas, parce qu'on a fait quelques-uns, mais qui te permettent aussi de se mettre en situation, de revivre un cas qui a été vécu dans l'entreprise où on travaille, par exemple, et de prendre les mêmes décisions si on était dans cette configuration. Quelles sont les actions, quelles sont on va évaluer votre réaction vis-à-vis à ce problème-là et on va vous apprendre à travers cette étude de cas comment vous pouvez faire face à ces contraintes industrielles. Donc, la cerise du gâteau pour moi, c'est que tout ce qu'on avait auparavant, il peut être répertorié, il peut être introduit dans ce qu'on appelle des plateformes LMS, des plateformes Learning Management System. Et ces plateformes-là, ils nous permettent beaucoup d'avantages. C'est que le parcours, il est personnalisé. C'est ce qu'on appelle de l'adaptive learning. La possibilité de self-assessment à chaque parcours. C'est un self-paced instruction, c'est-à-dire qu'en fonction du temps nécessaire pour chaque apprenant pour maîtriser une certaine information, c'est que chaque personne, selon son niveau, sa vitesse d'apprentissage, il peut faire ça simplement sur la plateforme LMS, mais pas attendre les autres ou bien être précipité par le temps. Il y a plusieurs évaluations possibles, c'est qu'à chaque fois, on peut remaîtriser ou relire un contenu et passer notre évaluation. C'est pas limité dans le temps. Ça facilite la transmission de la formation par les utilisateurs de nouvelles technologies. Le parcours de formation est toujours conservé. On peut un petit peu créer des parcours, créer une certaine cohérence dans le parcours qu'on fait. Et bien évidemment, ça favorise l'apprentissage individuel. Mais bien évidemment, comme toute action, il y a toujours des inconvénients. Donc, pour moi, je pense que les inconvénients, c'est plutôt ce qu'on appelle la motivation du groupe. C'est comme faire du sport à la maison ou faire du sport à la salle de sport. Il y a toujours une motivation du groupe qui peut un petit peu t'encourager à continuer ou à suivre un parcours. Et bien évidemment, la dispersion du cerveau suite au manque de contrôle, surtout avec les réseaux sociaux, avec les moyens de divertissement qui sont de plus en plus disponibles et qui peut bien évidemment distraire la personne de la mission principale. Pour moi, la face cachée de toute cette formation digitale, elle ne se limite pas à ces inconvénients-là, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a toujours de l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. C'est-à-dire que lorsque notre cerveau biologique, il apprend, c'est l'intelligence aussi artificielle qui apprend aussi avec nous. Donc, après, avec l'avantage supplémentaire que l'intelligence artificielle, il a un apprentissage cumulatif et non pas cyclique comme pour l'humain. Nous, on apprend et continue à apprendre, mais à un certain moment, il y a une autre génération qui prend le relais. Alors que sur l'intelligence artificielle, c'est le même programme qui est de plus en plus mature dans le temps. C'est ça aussi, c'est un inconvénient ou un avantage en faveur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aussi, ça dépasse déjà l'humain sur plusieurs domaines. Donc, comment on peut s'adapter à ce danger-là? Faut-il rester sur un cerveau biologique ou switcher vers des cerveaux hybrides? Parce qu'on parle avec l'intégration
des cartes intelligentes, etc., pour booster votre intelligence. Est-ce qu'à un certain moment, on serait obligé à être dans cette configuration? Il y a aussi le risque d'obsolescence de mon savoir et de mon savoir-faire avec l'évolution de l'intelligence artificielle ou toute cette révolution. Ça se peut que, déjà, on a beaucoup de métiers qui deviennent de plus en plus obsolètes. Comment peut-on prédire quel est le niveau d'obsolescence de mon savoir dans le futur? Aussi, il y a la facilité et l'accessibilité de l'information. Pour moi, c'est aussi un risque parce que ça impacte le développement neuronal de notre cerveau. Avant, pour apprendre, pour arriver à l'information utile, il fallait faire beaucoup d'efforts. Actuellement, c'est très accessible. Donc, ça impacte la maturité de notre cerveau neuronal et la disponibilité de la data d'apprentissage, qui est aussi un risque parce qu'en fin de compte, ça se peut dans le futur que même les entreprises, ils demandent quel était notre parcours, quelle était la performance de notre parcours et utiliser ça pour des finalités de recrutement, etc., qui peut construire un risque pour nous parce que c'est de la data qui est propre à nous, on ne veut pas le partager. Donc, il y a des gens qui te disent que pour coexister dans ce nouveau environnement, il faut avoir un IQ élevé. Et il y a même des études qui se font actuellement pour créer même des bébés avec un IQ très élevé parce que c'est une des issues qu'on trouve actuellement pour faire face à cette intelligence artificielle. Voilà. Donc pour moi, en conseil, je pense que naître avec un IQ élevé ou développer votre IQ, ça reste toujours quelques conseils ou bien quelques recommandations que je pense que c'est intéressant. On avait toujours eu l'occasion de voir des applications, des méthodes qui développent notre IQ. Et actuellement, l'intelligence innée, c'est l'intelligence, l'IQ de chaque personne, c'est un facteur très important qui détermine le niveau de réactivité ou d'agilité de la personne. On parle même de l'IQ des pays ou l'IQ combiné, qui combine à la fois l'IQ de l'intelligence artificielle avec l'IQ humain, mais ça reste aussi un facteur très important. Il faut s'orienter aussi vers les métiers plus créatifs. La créativité, c'est un facteur très déterminant et qui est difficilement maîtrisé par de l'intelligence artificielle. De toute façon, pas pour les prochaines décennies. Donc, je pense que ça peut jouer en faveur de l'humain. Il faut aussi apprivoiser l'intelligence artificielle et savoir comment bien l'utiliser. C'est-à-dire que, oui, l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Il faut juste savoir comment s'interfacer avec cette nouvelle technologie pour créer une méthodologie d'apprentissage adaptée à cette nouvelle configuration. Il faut se développer son charisme et sa personnalité. Oui, peut-être qu'à un certain moment, même les robots auront une certaine personnalité, mais qui sera tout à fait différente à la nôtre. Donc, avoir une identité, c'est toujours très important pour coexister dans ce nouveau monde. Et bien sûr, apprendre les métiers nécessaires pour cette nouvelle révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on doit bien choisir quels sont les métiers très demandés, qui seront les métiers qui seront de plus en plus demandés dans le futur et se focaliser sur ces métiers-là parce que tous les métiers plutôt systématiques, les métiers que l'intelligence artificielle arrive à les perfectionner mieux que les humains, c'est pas la peine de s'orienter vers ces métiers-là, mais plutôt s'orienter vers les métiers complémentaires à ces fonctions-là. Et voilà, merci pour votre attention. Je reste à votre écoute pour vos questions. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au niveau de la partie discussion et nous essaierons de répondre. Voilà, merci pour votre attention. Je reste à votre écoute. Il y a de l'écho. Si vous pouvez juste réduire le son. On entend les. Donc, je pense
Sanada, si on peut passer toutes les présentations et peut-être après laisser les questions. Comme ça, vous aurez le temps à bien lire toutes les questions et avoir des J'ai une réponses. question. Est-ce que la formation standard est maintenant obsolète? Pardon? Est-ce que la formation standard, on peut dire que c'est obsolète? C'est-à-dire que c'est quelque chose. Non. La formation standard, c'est une méthodologie, c'est une approche qui a montré son efficacité depuis le temps. On ne peut pas dire que c'est une formation obsolète, mais c'est une formation qui prend une nouvelle forme. Moi, c'est le blended learning, c'est juste une évolution naturelle de la formation standard. Donc, si on ne suit pas cette tendance, on doit prendre les avantages d'une formation standard, industrielle. Moi, je parle toujours de la formation industrielle, pour ne pas prendre mes mots et dire que ici il faut faire ça pour la formation académique avant de passer à l'industrie. Mais je parle en milieu industriel, il faut compléter ça par des études de cas, par des configurations qui parlent aux gens industriels plus qu'une formation, je dirais, standard. Mais c'est plutôt une évolution naturelle et non pas une obsolescence de la formation. Merci, Sijbili. En fait, on a une autre question. Quelles sont les démarches utilisées au niveau de la formation blended? Donc, pour la formation blended, c'est plutôt c'est-à-dire que le cours, il est présenté d'une forme très synthétique. Quels sont les guidelines, quels sont plutôt les aspects majeurs du cours. Et après, on passe directement, c'est comme les formations à l'américain, c'est-à-dire que tu passes plutôt à des études de cas, à des configurations. Et dans ces études de cas, on propose à la personne formée de proposer des solutions, de revivre la situation et d'apprendre sur le tas, c'est-à-dire d'apprendre ce qu'on veut passer juste avec cette configuration, cette mise en situation. Donc, bien évidemment, on ne va pas créer une infinité des études de cas. Donc, ce qu'on fait pour notre cas, c'est qu'on change juste la data. Et si tu changes la data, tu peux tomber dans une autre configuration. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un problème de roulement, si je veux enseigner le roulement, je peux juste, en changeant quelques paramètres, se retrouver avec un problème d'alignement pour les formations d'alignement. Donc, c'est ça plus ou moins le concept auquel nous, on a un petit peu pensé. Et bien évidemment, c'est une démarche. Le plus important, c'est l'approche. Après, comment chaque personne il déploie ça, il y a bien évidemment, selon chaque spécificité, selon chaque configuration, on choisit la bonne approche adaptée à notre contexte. Auquel nous, on a un petit peu pensé. Et bien évidemment, c'est Au fait, c'est une suite de la question posée à propos du blended learning. Quel est le niveau de maturité de la formation blended learning au niveau du Maroc? Est-ce qu'on a une idée sur la maturité? Moi, je pense que c'est une formation qui est de plus en plus mature, surtout avec les plateformes LMS internationales comme edX, Coursera, etc., qui essaient aussi de switcher vers ça. Mais bien évidemment, on est juste même avec cette évolution, on est juste au démarrage. C'est-à-dire que tout le monde essaie de trouver la meilleure formule adaptée à son contexte. Après, comment serait la version finale qui montrera son efficacité, qui sera adoptée comme alternative confirmée, ça, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est juste des réflexes, c'est juste des concepts qui sont un petit peu testés actuellement. Mais bien évidemment, la forme finale, je pense que d'ici 5 à 10 ans, qu'on peut avoir une certaine configuration plus confirmée. Donc, il y avait une autre question qui n'est pas relative à la partie formation, mais plutôt à la maintenance 4.0. Pour la collecte de data maintenance 4.0, quels sont les datasets disponibles et comment y accéder? Ça, je parle de l'environnement industriel. Chaque entreprise a ses propres data. Donc,
Après, comment on peut y accéder? Ça dépend. Est-ce que par la suite, cette entreprise acceptera partager ça avec les centres académiques, etc., pour en créer des études de cas ou des datasets pour l'apprentissage, mais peut-être pour des sujets plus où on a plus de sujets de recherche, comme par exemple les défauts sur les roulements, etc., on trouvera beaucoup plus de datasets que pour des sujets un petit peu spécifiques qui sont des sujets un peu pointus et dont les propriétaires, et malheureusement, qui n'est pas souvent partagé avec l'écosystème externe. Je vous remercie, M. Jbili. Nous allons passer maintenant à notre deuxième intervenant, M. Lachouri Hassan, qui va nous parler du transfert d'apprentissage par la digitalisation de la formation. Donc, à vous la parole, monsieur. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale au niveau de la Farge Holcim Maroc. Donc, ça fait plusieurs années que les expressions transformation digitale, transformation numérique ont fait leur entrée dans la Farge Holcim Maroc. Aujourd'hui, la culture digitalisation, il est instaurée. La plupart des collaborateurs, ils ont adhéré à cette nouvelle technologie et elle a été remarquée dans la crise Covid. Donc, on a eu une grande participation au niveau du groupe, des collaborateurs de la Farge Maroc au niveau de tout ce qui est digitalisation. Aujourd'hui, la Farge Holcim Maroc a déjà sur la voie de la digitalisation dans beaucoup de domaines et parmi ces domaines-là, la formation. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment on a intégré la digitalisation pour faire dynamiser les compétences. Donc en 2015, excusez-moi. Monsieur Hassan, on n'arrive pas à vous entendre? Allô? Oui. Oui. Donc, vous êtes au niveau de la première slide ou bien vous êtes passé à une autre slide? J'ai passé à la deuxième slide. Parce qu'on n'arrive pas à voir la deuxième slide. Je pense qu'il faut peut-être repartager. Ça va là, c'est bon. C'est bon. Donc en 2015, au cours de la fusion entre Lafarge et Holcim, on était obligé de revoir tous nos processus en général et le processus formation en particulier. Donc, on a opté à mettre en place Lafarge Maroc University. C'est une université qui englobe des académies, donc la Siemens Academy, Sales Academy, Redimix Academy, Finance Academy, Logistique et Achat, et bien sûr la Health and Safety Academy. On va parler du technique, le Siemens Academy, c'est l'industriel. On a dit que tous nos processus, tous nos plans de développement, ils doivent être intégrés dans des cursus de certification. Donc, un cursus de certification pour les ingénieurs, donc depuis l'intégration jusqu'à la certification. Et quand on parle de la certification, on parle de la maîtrise de poste, idem pour les techniciens. Et on a développé d'autres parcours de certification pour les visiteurs, les préparateurs et les opérateurs. On a pensé à mettre en place aussi des parcours de certification pour la polyvalence, les métiers polyvalents. Donc, pour faire réussir ces parcours-là, donc en collaboration avec le groupe Lafarge Holcim, donc Lafarge, il a mis en place une plateforme, ce qu'on appelle Lafarge Holcim Academy. La Academy, elle a conçu des parcours de certification. Vous voyez le troisième slide? Oui, on arrive à le voir, merci. Donc, oui, on le voit, oui. Oui, donc ces parcours, je vous donne un exemple. Ça, c'est les parcours pour les cadres. Donc, ce sont des parcours certifiants depuis l'intégration jusqu'à la certification. Et c'est pour ces parcours-là, ils constituent un ensemble de modules
soit en e-learning, en webinar, en deux jobs. Donc, ce sont des parcours certifiants. Donc, le groupe, aujourd'hui, il a mis une plateforme pour faire accompagner tous ces métiers-là pour être certifiés. Toujours qu'on dit certifié, c'est la maîtrise de poste. Donc, le groupe aujourd'hui, il a mis un parcours standard. Là où vous voyez des taches rouges, sont des modules qui sont en e-learning, webinar. Ça veut dire qu'on utilise la digitalisation, soit dans les simulateurs, soit dans les assessments, dans le suivi de performance, les tests de connaissances, les e-learning, les webinars, les salles virtuelles ou tout ce qui est 3D. Donc, ça, il est standard. C'est un parcours pour les techniciens et pour les ingénieurs. Pour accompagner, comme j'ai dit, le groupe, il a mis une plateforme LH Academy. Donc, c'est un système de gestion de l'administration de la formation, de la documentation, le suivi, le reporting, là où il y a des cours qui sont harmonisés pour tout le groupe. Les principaux avantages de ce système, c'est un point de contact unique. En discutant avec les experts, on a trouvé chaque pays a des modules de formation à droite et à gauche. Donc, les experts, ils ont travaillé avec les pays pour harmoniser les modules. Donc, un collaborateur au Maroc, il peut suivre un module comme un collaborateur en France ou ailleurs. Donc, on a des modules qui sont standards et des modules qui commencent par le basique jusqu'à un niveau expert. Donc, on a, comme j'ai dit, un point de contact qui est unique pour l'ensemble. Donc, un ingénieur, quand il intègre Lafarge, il a des modules d'intégration basique jusqu'à l'expertise. Donc, cette plateforme, ça nous a permis de faire un suivi, un enregistrement facile. Aussi, les cours ils ont été revus par les experts Lafarge, Holcim. Donc, on a un seul modèle qui est un modèle pour tout le monde, pour un apprentissage unique. Donc, dans les parcours, les modules sont définis pour chaque population parce que aujourd'hui, on a une plateforme des évaluations des compétences qui a été mise par le groupe. Chaque N+1 évalue son collaborateur. Automatiquement, on a les assessments, on a les analyses, on a les écarts, on a les besoins. Et chaque collaborateur, il intègre un parcours bien défini pour lui. Pardon. Donc, ce catalogue de formation, il consiste des modules e-learning, des webinars. Des webinars, c'est l'intervention des experts pour expliquer plus davantage. Ils vont être en face des collaborateurs, mais en virtuel. Les employés aujourd'hui, ils ont l'opportunité de suivre à n'importe quel moment, là où ils ont le temps. Ils peuvent faire des réunions avec les experts dans cette plateforme. Donc, je vous donne une vue générale sur la plateforme. Donc, un collaborateur, il peut avoir l'accès. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs, ils ont l'accès à cette plateforme. Il y a des modules qui sont e-learning qui sont basiques pour l'ensemble, ce qu'on appelle un tronc commun, où il y a les modules des parcours de formation. On peut trouver des modules. Chaque module, à la fin, il y a un quiz qui vous donne l'accès au deuxième module, ça veut dire au niveau 2. Il y a des vidéos, tu peux voir des vidéos, des simulations et à la fin des tests. Pour passer, vous avez un bloc de modules qui vous donne un niveau de connaissance. Automatiquement, il faut faire un test online sur cette plateforme pour accéder au deuxième niveau. Donc ça, c'est une image générale de la plateforme. Et le point aujourd'hui, le point le plus fort qu'on considère, il a donné un coup très positif à la formation, c'est le 3D. Le groupe, il a mis en place aujourd'hui des casques, comme vous voyez, technologiques pour permettre à nos techniciens, ou soit à nos ingénieurs, pour visiter les installations qui tournent, les installations où on ne peut pas accéder parce qu'il y a de la chaleur ou de la température. Et le point le plus fort, c'est que ça, j'ai extrait ces images-là pour un inspecteur mécanique. Un inspecteur mécanique, avant de faire une visite pour le four, il peut y avoir toutes les tâches
Monsieur Hassan? Allô? Vous m'entendez? Oui, maintenant oui, oui, on arrive à vous entendre. Par cette technologie 3D, il peut y avoir toutes les tâches ou tous les points de visite. Et vous voyez ici le vert ou le bleu, il vous donne accès. Le rouge, ça veut dire ils vous disent, ce point-là, il y a du risque, il ne faut pas le visiter. Donc ça, c'est une technologie qu'on utilise pour les opérateurs fabrication, pour les visiteurs, pour des ingénieurs qui font des visites à des ateliers. On peut visiter des ateliers en tournant, des ateliers qui ont une température très élevée. Donc, ça permet à nos collaborateurs aujourd'hui de faire de l'apprentissage en direct. Et bien sûr, avec cette technologie, on peut être en relation avec un expert du groupe qui peut nous accompagner sur des explications, des interventions. Donc ça, aujourd'hui, c'est les modes de technologie qu'on utilise sur la digitalisation de l'apprentissage. Bien sûr, comme il l'a dit, toujours il y a des avantages et des inconvénients, mais sur ces parcours-là, on a laissé le face-to-face. Ça veut dire on a besoin d'animation en direct, on a besoin des experts qui animent en salle. Donc, euh, la pyramide d'apprentissage chez nous, le 10% c'est e-learning, 70% sur le tas et 20% c'est face-to-face. On a dit que le contact humain, on doit le maintenir. Les collaborateurs doivent sortir du domaine de travail dans une salle en face d'un expert, en face d'un animateur. Donc, on a dit qu'on ne peut pas digitaliser l'ensemble de nos apprentissages, de notre développement de compétences des gens. Donc ça, je vais vous donner une vue générale sur la digitalisation de la formation. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Effectivement, nous avons des questions. En fait, on demande est-ce que les tests se font uniquement en ligne ou y a-t-il des tests qui se font de manière pratique? Non, tous les tests se font en ligne. Ce sont des tests, en général, c'est un logiciel là où il y a presque 3000 questions. Et il vous donne d'une manière aléatoire, il vous donne 150 questions par parcours de formation. 150 questions, il faut y avoir 75 pour accéder au niveau 2. Donc, ce sont des tests qui sont pilotés par le groupe. Donc, au niveau du Maroc, on n'a pas la main sur ces tests-là. Le collaborateur, il reçoit un mot de passe, un identifiant, il passe le test, une durée de 2h30 jusqu'à 3h. Merci, Hassan. En fait, il y a une autre question. On se demande comment capter l'attention de l'apprenant à distance pour les formations. Comment capter l'attention de l'apprenant à distance? Chez nous, à la Farge Maroc, il y a beaucoup de volets de motivation. La première motivation, c'est avoir une certification, c'est la maîtrise de poste. Automatiquement, tu es dans la liste des gens qui sont favoris, qui vont être promus. Ça, c'est numéro 1. Deuxième point, les modules e-learning qui sont basiques, à chaque fois que tu termines un module, toujours tu reçois un cadeau. Un petit cadeau symbolique pour encourager les gens. Deuxième volet, c'est qu'un ingénieur procédé, il a accédé au parcours de certification, il doit le terminer parce que la certification, le certificat qu'il a été certifié, ça veut dire automatiquement, il va accéder à un poste supérieur. Ça marche. Donc, du coup, les gens ils sont très motivés pour finir la formation. En fait, il y a une autre question, c'est est-ce que nous avons des chiffres, un impact direct, par exemple, sur la sécurité en utilisant des outils VR et simulation 3D? Est-ce que vous avez des retours d'expérience terrain qui montrent voilà, une meilleure performance, une sécurité et pourquoi pas opérationnelle? Il y avait une discussion l'année dernière sur le volet sécurité.
Vous connaissez comme vous, chez vous à l'OCP, la sécurité, c'est une priorité des priorités. Donc, ce qui fait la sécurité, sur cette plateforme, on trouve des modules d'initiation. Des modules d'initiation. Des modules d'initiation, là où les gens ils suivent quelles sont les directives, les règles, sécurité, les directives du groupe et ainsi de suite. Mais la plupart des formations sécurité, on a besoin de la présence en salle devant un animateur et les visiteurs. Parce que tous nos standards et toutes nos règles, il y a une partie théorique, une grande partie pratique. Parce que ce qui nous intéresse dans la sécurité, c'est le terrain. Donc, ça, c'est apprentissage technique. Il y a la partie environnement, la partie qualité, mais la partie sécurité, c'est basic, que les modèles basic. Un niveau très élevé, on utilise le face-to-face. Oui, c'est clair, c'est Hassan. Il y a beaucoup de questions par rapport à ceci. On parle en fait, on a parlé des formations sur simulateur. Est-ce qu'ils se font en présentiel ou bien en e-learning pour les formations sur simulateur? Les simulateurs, le groupe il a développé des simulateurs. Par exemple, si je dis bien sûr la fabrication, il y a des simulateurs pour conduire des broyeurs. Donc, on a des salles multimédia dans des usines qui sont équipées et un opérateur, il peut venir pour faire des simulations sur la conduite d'un broyeur. Donc, ils sont sur le terrain. Mais c'est un simulateur comme la conduite. Quand vous apprenez la conduite, vous pouvez utiliser un logiciel. C'est pour donner les premiers connaissances de ciment, comment on peut fabriquer du ciment à travers un broyeur, un four. Donc, les gens ils utilisent les simulateurs avant d'accéder au poste directement. Mais dans le parcours d'apprentissage, il y a le simulateur, des modèles e-learning, des webinaires, simulateurs, et après, il va être en double, en salle. Ça, ce qu'on appelle le on-the-job, ça veut dire directement sur le tas. Donc, il va faire une pratique de 2 mois, 3 mois. Après, il va accéder au poste peu à peu. Donc, en gros, les deux, vous faites les deux. Le simulateur sur site en présentiel et il y a des simulations en e-learning qui préparent la personne pour le learning on the job. L'intégration toujours commence par le présentiel parce qu'il faut avoir le contact humain. C'est le présentiel, c'est obligatoire. Un tronc commun qui dure 1 mois ou 2 mois. Et après, e-learning, le simulateur, ça reste un outil pour aider la personne à intégrer rapidement dans le poste. Mais le plus important, c'est le stage dans le poste. Les parcours sont toujours de 10 mois à 12 mois. Donc, on a 3 mois d'intégration, 6 mois de pratique. Dans les 6 mois, il peut faire des simulations dans les simulateurs. Mais il va être dans le poste et après, on continue avec les webinaires, les tests et ainsi de suite. On a aussi une question par rapport à la marge d'erreur entre la formation 3D et la réalité sur chantier. Aujourd'hui, le groupe, c'est un nouveau outil qui a développé le groupe. Chez nous aussi, il est en phase d'essai. En phase d'essai. Et l'avantage, c'est qu'il permet à un nouveau recrue, inspecteur par exemple, d'inspecter les différents ateliers en 3D. Ça veut dire aujourd'hui, on recrute des jeunes. Ça veut dire des jeunes, c'est un jeu pour eux. Donc, il leur donne l'envie de l'utiliser, de rigoler un peu, de visiter. Et toujours je vais pas parler d'un point très important, c'est que lorsqu'on utilise ce casque-là, à la salle, il peut y avoir un animateur avec toi. Et surtout votre coach. Tu ne dois pas rester seul parce que toi, on fait une projection, ce qu'il voit le participant dans, je sais pas, le casque. Donc, il y a un animateur qui lui explique, voilà ce que vous devez faire ici, voilà ce que vous devez faire ici. Ça reste dans un lieu de jeu et en même temps d'apprentissage. Merci, c'est Hassan. Je vous remercie pour votre intervention. Nous allons passer tout de suite avec Monsieur Jalal Bradi, directeur du Centre de compétences industrielles de Safi, qui va nous parler du retour d'expérience, le Digital Enabler.
Bonjour. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est bien. Oui. Donc, je rectifie, Nada, je suis le directeur du centre de Effectivement, compétences je individuelles. m'excuse pour l'erreur. Vous êtes un petit raciste, je vais dire. Donc, en fait, ma présentation va s'articuler autour d'un retour d'expérience pour vous relater l'histoire je dirais, d'une aventure extraordinaire que nous avons vécue au CCI de Jaffa par rapport à la traduction d'une vision d'entreprise en une réalité terrain et à travers laquelle le digital nous a été je ne dirais pas d'un grand secours, mais d'un grand support qui nous permet aujourd'hui de passer en croissance par rapport à notre activité. Donc, j'articulerai ma présentation autour de 6 points. Une petite présentation des CCI, les centres de compétences industrielles de l'OCP, la nouvelle approche par rapport à la formation, les exigences fortes de notre management, et puis on va parler réellement d'une expérience que nous avons vécue en 2019, à l'issue de laquelle nous avons pu développer aujourd'hui notre propre LMS. Et c'est à travers ça qu'on va finir la présentation. Je précise que tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est lié à l'ouverture de l'OCP sur son écosystème. Et donc, tout ce qu'on présente ici, c'est toute l'expérience accumulée par rapport à l'intégration des collaborateurs écosystème de l'OCP, précisément de Jaffa, dans notre système de formation certification. Pour les amis qui ne connaissent pas les centres de compétences industrielles, donc l'OCP il a inauguré en 2014 4 centres de compétences industrielles dans les sites industriels, 2 au niveau de la mine, donc Khoribga Ibn Grir, et 2 au niveau de la chimie, Jaffa Sfar ISAFI. Nous avons à notre actif des réalisations en termes de jours en formation, à peu près entre 100 000 et 150 000 jours en formation par an, avec un staff de formateurs internes et tout disons, un vivier de formateurs vacataires ou d'OCP professeurs, les experts métiers aujourd'hui qui nous supportent dans notre activité de formation. Nous avons une capacité disons, d'accueil de 4 500 apprenants par jour par rapport aux 4 centres. Nos domaines d'intervention sont des domaines d'industrie, avec un support fort de HSE, l'exploitation chimie mine, la maintenance et tout ce qui est transverse et soft skills. Et en 2018, disons, l'orientation majeure qui a été disons, dictée par notre management, c'est l'intégration de l'écosystème OCP disons, dans le cursus de formation certification au niveau des centres de compétences industrielles. Et donc, nous avons aujourd'hui comme vision d'activité 4 paliers de développement. En dehors disons, de notre activité principale qui sont les collaborateurs OCP, aujourd'hui, nous nous tournons vers notre écosystème, principalement les partenaires écosystèmes qui travaillent avec l'OCP et disons, dans un périmètre beaucoup plus large, nous intégrons un petit peu le tissu industriel national de façon beaucoup plus large, avec des visions d'intégrer à court terme, dans le cadre de l'expansion OCP dans le continent africain, tout ce qui est industrie africaine et continent africain. Donc, notre management disons, a été assez clair par rapport aux orientations d'intégration de l'écosystème. C'est que nous avons besoin d'une vision et d'une visibilité par rapport à l'écosystème industriel, mais beaucoup particulièrement en termes de standardisation et de certification des collaborateurs écosystèmes. Et quand je dis collaborateurs écosystèmes, c'est tout
tous les collaborateurs des prestataires externes, sous-traitants, qui travaillent dans les sites OCP et qui opèrent aujourd'hui dans nos sites industriels. Donc, la vision, c'est une vision de standardisation et de reconnaissance à travers des exigences de l'OCP pour intégrer ces collaborateurs dans le cadre des cursus de formation. Ceci se fait, je dirais, dans une vision disons, un double win. C'est un win par rapport à l'OCP, disons, de bénéficier d'avantages compétitifs durables et en même temps développer un écosystème performant pour lui et pour l'industrie nationale et qui peut à terme s'exporter. Le plus important au niveau de cette ouverture, c'est que nous avons switché d'une logique de formation. L'OCP a toujours formé des collaborateurs écosystèmes par rapport à des dispositifs, disons, d'accompagnement. Mais principalement aujourd'hui, disons, le switch il se fait au niveau d'exigences par rapport à des standards de compétences que l'OCP exige de ses prestataires et dans lesquels la logique de certification est importante pour pouvoir pratiquer au niveau des sites industriels. Et donc, nous avons tout un processus, disons, pour arriver à cette fin et qui passant par la définition disons, de référentiels ou de standards de compétences par rapport aux exigences de l'OCP, un système, une exigence par rapport disons, à l'évaluation des compétences, la définition des parcours, la formation, l'évaluation, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la certification qui permettront aux collaborateurs écosystèmes d'intégrer les sites OCP et travailler avec ces prestataires. Donc, dans ce cadre, nous avons développé tout un système dans lequel, disons, je dirais, à 4 paliers. Donc, le premier, on a développé tous des standards ou les exigences de compétences par rapport disons, par rapport aux prestations ou métiers qui sont demandés aux prestataires. Nous avons travaillé toujours sur un système pour faciliter l'accès au financement, pour donner accès, disons, au financement aux prestataires en matière de formation. Et nous avons noué des partenariats World Class sur lesquels nous professionnalisons davantage notre approche avec comme socle de base aujourd'hui disons les compétences HSE qui sont présentes dans tous nos parcours et disons nos activités de formation. Le pilier sur lequel on zoomera aujourd'hui, c'est le pilier du digital. Je ne parlerai pas disons, de ce qu'on a fait aujourd'hui en matière de développement de nos stratégies digital learning ou de développement de capacités d'infrastructures à l'instar de ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais je vais parler particulièrement d'une plateforme que nous avons développée et qui permet aujourd'hui disons, de gérer tout ce processus de certification sur lequel on reviendra plus en détail. En 2019, donc, nous avons lancé, ayant défini nos standards disons de compétences par rapport à des exigences notamment de maintenance, il était question de lancer un pilote pour éprouver notre façon de faire et pouvoir tirer le retour d'expérience qui permettront de bâtir le système sur des bases solides. C'est ce que nous essayons dans cette présentation de vous donner de façon succincte. Donc, en 2019, nous avons lancé un pilote à travers 100 collaborateurs mécaniques au niveau du site de Georges Sfar, qui font partie, disons, qui sont des collaborateurs de 10 entreprises opérant dans le site.
et nous leur avons fait passer les tests ou les assessments ou les évaluations de compétences en matière de savoir et en matière disons, de compétences pratiques sur le terrain. Donc, à la différence par rapport à mon prédécesseur au niveau de Holcim, Lafarge Holcim, notre approche au niveau du Centre de compétences industrielles et de l'OCP, c'est une approche de savoir et de savoir-faire. Et disons, l'échantillon ou le pilote que nous avons engagé en 2019, donc, on a fait le savoir, les tests de connaissances par rapport à une solution que nous avions dans le temps achetée. Nous disposions de nos standards, mais nous ne disposions pas encore des batteries de tests pour pouvoir passer les tests de savoir. Et nous avons fait passer les tests disons, de pratique et de savoir-faire à travers des entretiens sur la base de grilles d'évaluation que nous avons développé pour s'assurer que la pratique métier aujourd'hui, par rapport à ses collaborateurs, était bien intégrée. Et je note bien qu'aujourd'hui, à ce stade-là, nous n'avions pas encore une solution, disons intégrée de gestion de tout le processus. Et donc, nous étions passés pour cet échantillon, ce pilote à travers, disons, l'achat d'une solution, disons, clé en main pour les 100 collaborateurs écosystème. Ce pilote nous a permis disons, de nous rendre compte que quelque part, il est nécessaire de développer notre propre outil disons, de gestion ou une plateforme disons de management de tout le processus de certification, parce que rien qu'avec 100 collaborateurs écosystème, en comparaison avec les 14 000 collaborateurs qui travaillent sur les 5 sites OCP, nous avons noté disons des difficultés qui vont être des difficultés ou des entraves majeures par rapport à notre croissance et d'intégration de l'écosystème. Donc, si on devait passer par rapport aux collaborateurs écosystème par là, continuer à acheter des tests d'évaluation du savoir, ça va être un budget conséquent par rapport à notre croissance. On s'est rendu compte que une gestion manuelle non soutenable par rapport à rien que pour 100 personnes, ça a été très, très difficile disons, de traiter et de définir un peu les plans de formation pour pouvoir certifier ses collaborateurs. Et on s'est rendu compte que beaucoup de travail était vain dans le sens où nos formateurs ou nos assesseurs étaient obligés de reprendre tout ce qui a été fait manuellement lors des entretiens. Et donc, c'était une gestion lourde et une énorme perte de temps en termes de traitement, de vérification, de validation, et avec un grand risque d'erreur quand on va passer en croissance. Donc, on a trouvé disons, on s'est rendu compte que le digital est une solution qui va nous permettre de répondre à ou de lever toutes ces entraves. Nous avons développé une plateforme digitale. Une plateforme digitale, c'est un LMS in-house, donc qui a été développé avec nos amis de OCP Maintenance Solutions pour la première partie de lancement. Et c'est une solution aujourd'hui, c'est un LMS qui permet aujourd'hui d'intégrer tout le processus d'évaluation des connaissances et des savoir-faire. Tout a été digitalisé, même le système de formation, disons de tests pratiques métiers au niveau des laboratoires a été digitalisé pour une prise
disons, pour une intégration rapide dans le système à travers des tablettes. Vous voyez dans la photo un des assesseurs en train d'observer la pratique métier d'un apprenant et qui intègre automatiquement toutes les données, disons, d'observation par rapport à la pratique métier. Et ce qui nous permet de gérer efficacement tout le processus. Et cette plateforme, nous avons intégré aussi la possibilité aujourd'hui d'intégrer toutes les formations théoriques ainsi que le prérequis en matière d'e-learning. Donc, c'est un LMS développé in-house qui a évolué en 2 temps entre fin 2019 et disons mi-2020. Nous avons upgradé la solution en passant de 7 modules à 25 modules dans la version 2.0 qui intègre toutes les fonctionnalités d'un LMS pour pouvoir faciliter le travail et le management du système de certification des collaborateurs écosystème OCP. En plus, l'objectif initial en 2019, c'était la prise en charge simple du système ou du processus de pré-assessment en termes de savoir et savoir-faire. Chemin faisant, nous avons développé la plateforme pour répondre aux attentes fortes du management de l'OCP en termes de standardisation. Aujourd'hui, nous pouvons disons dire que tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de certification des collaborateurs et écosystèmes intègre des référentiels harmonisés et standardisés. La plateforme a permis un gain de temps énorme en termes de génération des résultats, ce qui nous prenait dans le temps 3-4 semaines de traitement. Aujourd'hui, c'est une génération instantanée dès fin de l'assessment. Nous y avons intégré tout ce qui est gestion des événements et planification des formations et des évaluations de compétences. C'est une plateforme aujourd'hui qui est accessible aux parties prenantes en termes de monitoring des collaborateurs écosystèmes par rapport à leur parcours de formation et ainsi de suite. Et le plus important pour nous, c'est qu'elle permet disons, une gestion adaptée en matière de carence de compétences par rapport à ce qui est relevé dans les évaluations de compétences, ce qui n'est pas des moindres, puisque ça permet d'optimiser les parcours de formation juste par rapport disons, aux carences relevées. Et cette plateforme aussi, par rapport à la vision OCP disons, de développer les bassins d'emploi des sites où opère l'OCP, va permettre de constituer des viviers de compétences qui sont accessibles par les chefs de projet, par les prestataires, par toutes les parties prenantes en matière de suivi ou de staffing en ressources par rapport aux exigences des compétences de l'OCP. C'est une plateforme aujourd'hui qui est en plein développement et dans laquelle aujourd'hui nous intégrons une vision disons, par rapport à le développement de l'activité en termes disons, de développement de ses capabilities. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui en pleine généralisation à tous les autres sites et dans laquelle aujourd'hui nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités par rapport au traitement de masse. Comme j'ai dit au départ, l'intégration d'écosystèmes, aujourd'hui, on parle disons, pour les collaborateurs écosystèmes qui travaillent dans les sites OCP, sur les opérations, on parle à peu près de 14 000 et 15 000 collaborateurs. Et donc, les traitements de masse sont importants. Nous allons y ajouter tout ce qui est accessibilité par rapport à des usagers externes. La plateforme est appelée à se développer par rapport
disons, à dispenser du e-learning au-delà des collaborateurs écosystème OCP, mais bien au-delà vers des collaborateurs de l'industrie nationale ou vers disons des candidats à la recherche de développement de leur employabilité. Et donc, c'est une plateforme aujourd'hui intégrée et qui a permis, disons, un support inestimable par rapport à la gestion de tout le processus de certification. Merci de votre attention et je suis à vous pour les questions. Désolé, on va voir juste avec Nada, il a un petit souci. Je vais voir. Oui. Donc, parfait. Peut-être en attendant que Nada se reconnecte, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, peut-être on passe j'ai vu juste une question par rapport aux assessments de compétences. En fait, on a deux types disons, d'évaluation de compétences. L'évaluation de compétences du savoir, elle se fait à travers une batterie de tests répondant à un référentiel de compétences OCP et une évaluation de pratique métier parce que toute notre approche certification, elle est basée sur ce qu'on appelle le task driven, c'est orienté pratique. Et donc, tout ce qui est évaluation de compétences et se fait par rapport à la mise, à travers une mise en situation réelle dans nos laboratoires au niveau du centre de compétences industrielles. Et à travers ces observations par rapport aux tâches à exécuter, on statue sur, disons, la maturité du candidat à savoir faire, exécuter la tâche ou non. Donc, ce sont tout ce qui est assessment pratique métier, il se fait au niveau des laboratoires en présentiel. Merci, Sijalal. Peut-être on a vu ce concept de l'Act for Skills, qui est un concept vraiment ordinaire. Peut-être si vous pouvez juste nous parler un petit peu de cette ouverture sur l'écosystème externe et comment les gens peuvent en bénéficier, peut-être les industriels, de ce programme extraordinaire que vous proposez. En fait, tout ce que j'ai parlé disons, de l'ouverture de l'OCP sur son écosystème industriel. Et la vision, c'est développer les compétences des bassins d'emploi dans lesquels l'OCP opère. Et il est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on intègre les prestataires qui travaillent avec nous disons, sous contrat et qui disons, assurent des prestations au niveau des sites OCP. Mais notre objectif n'est pas le prestataire, mais le collaborateur du prestataire, parce qu'à terme, en développant ces compétences, on développe les compétences on développe les bassins d'emploi, on encourage, disons, disons, on améliore son employabilité et donc on combat la précarité de l'emploi dans les bassins d'emploi des sites OCP.
et tout ça s'intègre dans une vision, disons, Act for Community, et donc, ce processus d'intégration de l'écosystème et l'encouragement, disons, au développement de l'employabilité, nous l'avons intégré dans le projet Act for Skills au niveau des sites OCP. Parfait, Sidi Jalal, merci beaucoup pour votre intervention. Donc on passe au dernier intervenant, c'est M. Ratnani qui nous vient de l'UNM6P, c'est le directeur de l'école Khawarizmi. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à Sir Ratnani pour partager avec nous sa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous arrivez à voir les slides? Oui, c'est clair pour moi. Parfait. Parfait. Donc, merci tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là. Étant donné que je représente le côté académique, pour moi, c'était vraiment important d'assister à ce webinaire parce que, donc, comme vous le savez, vous l'avez vu aussi à travers les présentations, l'UM6P aussi intervient et participe dans la formation des professionnels. Et le fait de comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté, ce que sont les besoins des industriels par rapport à la formation est très important. Et puis de notre côté, en fait, ça sera aussi un retour d'expérience sur ce qui a été fait et disons d'une manière générale la situation de la formation digitale. Donc, comme vous l'avez vu lors de la première présentation, on a notamment beaucoup parlé du blended learning. Donc, en fait, c'est ce que j'ai utilisé comme titre. Blended Learning, formation du futur, mais il faut le considérer comme la conclusion de ma présentation. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, on devrait aller vers du Blended Learning. Et en fait, après, la question qui va se poser à la fin, c'est comment construire ce Blended Learning. Et pour moi, ce Blended Learning ne peut pas être construit que d'un seul côté. C'est quelque chose qu'il faut co-construire ensemble des deux côtés, donc de la part des formateurs ou de l'académie, mais aussi de la part des industriels, mais aussi les participants. Donc, je ne me suis pas présenté, j'ai oublié, donc Ahmed Ratnani, enseignant-chercheur à l'université Mohamed VI Polytechnique. Je suis mathématicien appliqué et aussi je fais de l'informatique. Je suis membre du département Modeling Simulation Data Analytics et je gère aussi le centre Al-Khawarizmi qui a pour vocation la formation initiale, continue et doctorale en mathématiques appliquées, notamment en data science. Donc là, un petit plan de ma présentation, c'est vraiment un peu d'abord de parler des MOOC, de la formation massive, de donner un peu des nombres en chiffres, faire quelques statistiques et voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué, voir un peu les limites de cette formation digitale et puis pour ouvrir à la fin, comme j'ai dit, sur le blended learning. Donc les MOOC en nombre. Alors, on a vu en fait une évolution massive des cours. Certainement, on est toujours sur la première slide. Ah bon? Donc, okay. Si vous avez passé, on voit toujours la première slide. Ok, donc je repartage. Un instant. Donc voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais présenter un peu les MOOC en nombre, quelques statistiques, quelques nombres. En fait, toujours pour moi, je suis toujours sur la première slide. En fait, non, on est sur la slide MOOC en nombre. Je pense que c'est… D'accord, parfait. Donc, c'est pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok, parfait. Merci. Alors, donc, comme je le disais, en fait, on a assisté à une évolution massive en fait des MOOC ces dernières années. Actuellement, si on regarde en 2021, on est à plus de 16 000 cours qui sont proposés par les différents MOOC par plus de 900 ou 927 universités à travers le monde. Rien qu'en 2020, près de 3 000 nouveaux cours ont été rajoutés et cette courbe, en fait, elle aura tendance à continuer
d'augmenter. Maintenant, si on regarde un peu la distribution des cours qui sont proposés, on voit une réelle dominance sur tout ce qui est technologie, IT et tout ce qui est business, économie. Bien sûr, il y a les autres secteurs aussi, comme les sciences sociales, mais disons, les deux gros consommateurs des cours MOOC vont vers de la techno ou du business. Si on regarde un peu la répartition du marché actuel entre Coursera, edX, FutureLearn ou aussi classe centrale, on voit effectivement qu'il y a une dominance de la part de Coursera. Donc, elle domine vraiment le marché actuel. Donc, les figures à voir ici à gauche, c'est en termes de pourcentage du marché. Donc, près de 50% du marché sont des cours de spécialisation Coursera. On voit ensuite les certificats professionnels edX, et puis arrivent les Professional Education edX et aussi les certificats professionnels Coursera. On voit aussi que le nombre de diplômes qu'on peut avoir en ligne, lui aussi, il a augmenté. Et pareil, c'est vraiment une croissance assez soutenue. Et bien sûr, on a tendance à dire que cette croissance va continuer à augmenter. Si on regarde en termes de cours offerts, donc là, c'est par rapport à edX, on voit cette répartition. Maintenant, il n'y a plus que le cours, il y a aussi ce qu'on appelle les micro-bachelors, il y a les micro-masters, il y a les certificats professionnels aussi. Mais la tendance, c'est vraiment d'avoir ces certificats professionnels. Et donc là, d'une manière générale, la tendance du marché maintenant, c'est d'avoir des certificats qui mènent à des micro-masters ou à des masters, et pareil pour des micro-bachelors et des bachelors. En termes de revenus, ça c'est aussi important à noter, les revenus de edX ont vraiment explosé ces dernières années. Et c'est notamment grâce à ce passage au digital. Si on regarde maintenant du côté de Coursera, alors qu'en 2018, on était plus sur une offre de spécialisation, on voit que maintenant, en 2020, enfin, depuis l'année dernière, on a une répartition un peu sur les spécialisations, sur les certificats et les master tracks. Si on regarde aussi à droite un peu en termes de pourcentage, la répartition de l'évolution entre les années depuis 2016 et 2020, on voit pareil que, par exemple, si on prend par exemple les diplômes offerts, l'année 2020 représente une part considérable, à peu près plus de 40% des diplômes qui sont disponibles actuellement sur Coursera. Même statut pour les cours ou les spécialisations et aussi pour les participants. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé durant la crise Covid, et ça c'est un indicateur très important, on voit que, donc ici dans le graphe, on voit depuis février jusqu'au mois de juillet en 2020, on voit qu'il y a eu une explosion à partir du moment où les pays ont commencé à faire le couvre-feu et le lockdown. Et donc, on voit bien sûr que Coursera ont pris une part considérable du marché avec un nombre de visiteurs qui dépasse les 70 millions au mois d'avril. Puis arrive edX avec la moitié à peu près, 35 millions. Et par contre, la différence entre Coursera et edX, c'est que Coursera a réussi à maintenir ce niveau d'audience, si on veut dire. Si on regarde un peu par rapport à la demande, on voit qu'il y a eu depuis le mi-mars pour Coursera plus de 35 millions de nouvelles inscriptions et plus de 16 millions de nouveaux participants.
Durant cette situation sanitaire, cette pandémie, on a vu en fait une répartition des cours et donc des cours suivis qui a vraiment changé disons, de direction. Alors qu'avant la pandémie, on était plus sur tout ce qui était IT, donc Computer Science, Programming, Data Science, Artificial Intelligence, Information Technology, et puis après on voit les Business Management, Leadership, etc. Après, durant la pandémie, en fait, on a vu plus de nouvelles disciplines ou de nouveaux cours qui sont demandés par les utilisateurs, tels que le personal development, art design, management leadership, self-improvement, plus des choses qui vont vers le soft skills que des choses qui sont plus fondamentales. Et ça montre un peu la situation des utilisateurs ou des participants quant à leur motivation. Donc, lorsque les utilisateurs ou les étudiants s'intéressent aux soft skills, c'est par pure motivation parce que derrière, ils veulent développer leur talent inné, si on veut dire, ou intrinsèque. Il ne s'agit pas de compétences techniques ici. Donc, quelles sont un peu les limites de ces MOOC-là? Bon, bien sûr, ce qui a été observé, et donc là, en fait, je vous fais quelques synthèses de certains papiers de recherche que j'ai pu lire récemment. Une formation générique n'est jamais suffisante. On a besoin d'une interactivité, on a besoin de la participation des étudiants, des participants, qui permettent en fait aux formateurs de s'adapter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a uniquement en présentiel. L'apprentissage en ligne, d'une manière autonome, il a quand même le défaut d'avoir un taux de rétention et d'abandon disons un taux d'abandon qui est très élevé. Il est à peu près de 10%. Donc, si on regarde un peu les chiffres, en 2014, l'Université de Melbourne a proposé un cours sur Principles of Macroeconomics. 54 000 étudiants se sont inscrits, 32 000 ont participé et il n'y a que 1400 étudiants qui ont complété la formation et ont reçu un certificat. Ça représente à peu près 4% des inscrits. Pareil pour l'Université d'Édimbourg, en 2013, ils ont eu un taux de 12% de personnes qui ont complété le cours et reçu un certificat. Donc, d'après ces récentes études, on peut classer en fait les participants en 4 grosses catégories. Ce qu'on appelle les no-shows, donc ceux qui vont juste s'inscrire et même sans savoir en fait le contenu réel du programme. Ceux qui vont être des observers, ils vont s'inscrire, ils vont regarder un peu ce qu'il y a dans le contenu. Et puis après, les casual learners, ceux qui vont venir de temps en temps, et les completers. Et en fait, pour comprendre un peu le taux d'abandon, donc là, en 2013, il a élaboré avec ses collaborateurs un modèle à base de 4 niveaux pour refléter en fait ces 4 catégories. Ce qu'il appelle awareness, donc lorsque l'étudiant veut s'inscrire dans un cours, il a besoin de savoir exactement ce que le cours, ce dont parle le cours. Il y a le fait que l'étudiant s'enregistre dans le cours, et puis après il y a l'activité et le progrès. Et en fait, entre chacun de ces niveaux-là, il y a un passage, et donc il y a 3 passages entre ces 4 niveaux-là. Et la grande partie de l'abandon se fait au niveau des 2 premiers passages. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est déjà, disons, si je regarde la formation professionnelle, où l'on propose des programmes bien définis, on a déjà pu supprimer, en fait, ces 2 premiers niveaux qui vont causer la plus grande partie de l'abandon. Donc maintenant, reste en fait vraiment l'activité et le progrès qui doivent être assurés. Donc, si on regarde un peu les raisons de l'abandon, une autre étude a montré qu'il y a principalement 24
raisons d'abandon disons, répertoriées en deux catégories. Des raisons qui sont liées aux caractéristiques du MOOC et des raisons qui sont liées au développement lui-même de l'étudiant. Donc ici, en fait, vous avez une partie de ces raisons-là, comme le manque d'interaction sociale entre les étudiants, le travail de groupe et le formateur, le fait qu'il y ait une hétérogénéité des étudiants, le manque de motivation, le manque de temps suffisant pour se consacrer aux cours, le manque de connaissances préalables. Et donc, ça, c'est encore lié à l'hétérogénéité. Le manque d'activité de rétroaction. Donc, là, c'est encore les interactions qui reviennent. Le problème du système, ou disons de la technologie d'information utilisée. Donc là, on est vraiment par rapport on parle du support IT. Donc, il ne s'agit pas que du système LMS. Il faut qu'il y ait d'autres choses autour du système LMS qui permettent d'assurer justement, de combler un peu cette interactivité entre que ce soit les étudiants ou le formateur. Ça peut être aussi des difficultés liées à la langue ou même en fait le fait que la formation soit gratuite pour l'étudiant. Ça aussi, ça peut être un inconvénient en fait pour terminer le cours. Donc, il y a plusieurs raisons, ça on pourra en discuter si vous voulez par la suite, mais disons que des études ont montré un peu, ont mis le doigt sur les principales raisons qui font que les gens n'arrivent pas à finir les formations offertes par les MOOC. Maintenant, quel avenir en fait pour la formation digitale d'une manière générale? Donc, ce qu'on retient, c'est que on peut pas en fait remplacer le présentiel. Le présentiel doit rester. Qu'il y a un équilibre à trouver, un juste équilibre à trouver entre le digital distanciel et le présentiel. Ce qui veut dire que le retour des participants est fondamental, que la formation digitale professionnelle, contrairement en fait à la formation initiale, elle devrait être créée pour vous, mais aussi avec vous, que l'on doit aussi utiliser, donc accompagner, disons, notre LMS par tout un ensemble d'outils IT dédiés, que ce soit de la virtualisation côté IT pour pouvoir travailler sans avoir à se compliquer la vie avec, donc là si je parle de gens qui font de l'IT, si on travaille avec des systèmes de virtualisation ou des conteneurs, on n'a pas besoin de perdre notre temps à compiler ou à installer des logiciels. Donc il faut que la prise en main soit vraiment la plus simple possible. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi l'utilisation de la réalité augmentée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut développer à l'université. Et je pense que vous êtes au courant de l'IDC et le NRELC avec lesquels en fait, on pourrait développer pas mal de contenus qui sont vraiment spécifiques à vos disciplines. Donc, juste pour revenir un peu sur le blended learning, et ça a déjà été mentionné à plusieurs fois, dans le blended learning, il y a différents modèles. Il y a bien sûr le face-to-face, donc le présentiel, il est important. Il y a ce qu'on appelle des systèmes de rotation ou le flex, qui est en fait un enseignement personnalisé. La gamification, qui revient. Le Online Lab, c'est ce dont je viens de parler. Le Self-Blend, c'est de permettre en fait à l'étudiant de compléter sa formation lui-même par du contenu qui n'est pas dans la formation. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver plutôt dans des modules type des séminaires ou des ouvertures. Donc, on laisse vraiment à l'étudiant la possibilité d'aller apprendre lui-même quelque chose de l'extérieur et de venir compléter sa formation, et ainsi de suite. Donc, je vous dis merci et n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, pour moi, le plus important ici, c'est de pouvoir interagir avec vous et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer la formation de demain, celle qui va permettre d'accompagner les industriels et qui aura vraiment, disons, une communauté derrière solidaire qui pourra la soutenir.
Merci. Merci, Monsieur Nani. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, il y a des questions peut-être qui sont adressées à tous nos intervenants. On parle, est-ce qu'il y a des projets de collaboration avec l'OFPPT ou des facultés de sciences et techniques pour le partage des solutions développées afin d'améliorer la qualité de la formation dispensée à leurs étudiants? Là, on parle plutôt de formation des stagiaires, je pense. Si vous permettez par rapport à ce point, donc avec l'OFPPT aujourd'hui, nous travaillons sur deux volets principaux. C'est le volet, et comme j'ai dit lors de mon intervention, comment faciliter l'accès des entreprises qui travaillent avec l'OCP par rapport au système de financement qu'on appelle les contrats spéciaux de formation. Et donc, nous travaillons aujourd'hui pour mettre en place une convention qui va faciliter et fluidiser l'accès à ce financement pour le prestataire OCP. Deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons depuis fin 2019, début 2020, lancé un vaste chantier, disons, de travail de collaboration avec l'OFPPT et dans lequel l'OCP va apporter tout son soutien par rapport aux besoins exprimés par l'OFPPT en matière disons, je dirais, d'upgrade des cursus de formation des apprenants OFPPT et à travers l'expérience OCP, le retour d'expérience en matière d'industrie et notamment l'expérience des centres de compétences industrielles en matière de formation et d'opérationnalisation des apprenants. Un travail qui est aujourd'hui, disons, en cours et qui fort probablement va être disons, finalisé à travers une convention qui va lier les deux organismes. Merci, Jalal. En fait, j'ai deux questions pour M. Rtnani. Quelles sont les mesures ou bien les alternatives qui peuvent être mises en place pour pallier au taux d'abandon enregistré au niveau des MOOC? Donc, comme je l'ai dit, l'analyse qui a été faite, les études qui ont été faites montrent qu'une bonne partie de l'abandon par rapport au MOOC, en fait, c'est d'abord ces niveaux ou ces classes, ces catégories de participants. Et donc, si on en est dans un programme dédié, donc professionnel, qui est fait par son entreprise, c'est clair que le taux d'abandon sera extrêmement faible. Par contre, si c'est quelque chose qui est massif, donc en fait, tout le monde s'inscrit comme si on allait liker en fait un post sur Instagram, c'est sûr qu'en fait, il y aura de l'abandon et que le taux d'abandon sera élevé. C'est un peu comme lorsqu'on like un post sur LinkedIn, c'est pas pour autant qu'on l'a lu. C'est juste qu'on est intéressé par le sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment prêt à aller lire le sujet, etc. Ça ressemble un peu à la même chose. Donc, plus en fait on réduit et on spécialise un peu la formation, la cadre, mieux c'est pour réduire en fait le taux d'abandon. Donc là, je parle des premières catégories. Maintenant, pour les deuxièmes catégories, c'est clair qu'une formation 100% en ligne n'est pas adaptée. Donc, c'est un peu contrairement, c'est un peu paradoxal parce qu'avec l'ère du digital, on se dit en fait on va tout digitaliser et on est tranquille. Mais en fait, je pense que vous l'avez remarqué, même par rapport à votre travail, le fait que en fait on soit obligé de travailler tout le temps à distance fait que ça réduit notre productivité, alors qu'en fait on a toujours demandé à ce qu'on travaille à distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut trouver ce juste équilibre. C'est un compromis à trouver. Et cet équilibre-là, il faut itérer jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, au début, on était à 100% présentiel, 0% digital. Puis, on s'est dit, on va passer à 100% digital et 0% présentiel. Maintenant, il faut trouver quel est l'équilibre. Et cet équilibre va dépendre principalement des activités. Donc,
des formations type technologie ne vont pas avoir la même répartition que des formations qui doivent être faites sur des machines, etc. Merci, Sirtmani. En fait, c'est la même question à propos. J'ai une autre question qui relève dans le même sens par rapport à l'abandon au niveau des MOOC, mais d'un point de vue recherche scientifique. Est-ce qu'il y a des recherches voilà, des papiers qui parlent de techniques pour pouvoir pallier à l'abandon, si ce n'est pas déjà. Oui, en fait, justement, en fait, pour préparer cette présentation, j'ai dû regarder un peu ce qui se passe dans ce domaine et c'était l'occasion aussi de m'intéresser à ça. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour comprendre d'abord pourquoi les gens abandonnent. Et donc, c'est pour cette raison qu'on en est arrivé à ces, disons, 24 raisons pour lesquelles les personnes abandonnent. Mais aussi, les chercheurs essaient de trouver disons, des contre-mesures pour stopper cette hémorragie de l'abandon. Il y a encore du travail à faire. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas générique. On ne peut pas mettre disons, il n'y a pas un mode d'emploi qui va fonctionner pour toutes les formations, pour toutes les disciplines et surtout dans un cadre industriel. Donc, ce mode d'emploi, ça doit être construit ensemble. On peut pas, les chercheurs ne peuvent pas, entre guillemets, l'imposer et l'industriel ne peut pas l'imposer non plus. C'est un équilibre qu'il faut trouver avec du temps. C'est noté, oui. En fait, j'ai une autre intervention par rapport à l'abandon toujours. On dit que parmi les causes d'abandon, c'est le fait d'annoncer la gratuité de la formation et après avoir terminé une certaine étape, voilà, on vous impose de payer. Oui. En fait, une des solutions, surtout par exemple du point de vue industriel, c'est d'avoir une obligation de résultat pour le candidat. Et donc, à ce moment-là, si le candidat ne réussit pas sa formation, il va devoir payer une partie. Ça voudrait dire qu'il est dans l'obligation de travailler, d'être vraiment assidu pour le faire. Du moment que les choses sont gratuites, on voit, je l'ai vu aussi moi-même dans les formations que j'ai eu à faire, que l'assiduité, le sérieux manque parce que des fois, les personnes s'inscrivent, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, il y en a qui s'inscrivent parce qu'on a besoin d'un bout de papier pour évoluer dans notre carrière. Et il y en a d'autres qui s'inscrivent parce qu'ils savent très bien que le contenu va les aider dans leur travail. Donc, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, ça veut dire aussi que le mode de sélection doit être réajusté. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout ce travail, c'est un travail qui doit être fait ensemble et ça doit être un peu itératif. Si vous permettez, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Nani. Moi, je pense que si on regarde aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et notamment aux États-Unis, je pense que l'enjeu n'est pas dans le savoir. L'enjeu est dans le savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, annoncer que c'est gratuit en termes disons, d'acquisition du savoir et des connaissances, disons, le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et aujourd'hui, partout dans le monde, disons, l'enjeu est dans la pratique et dans disons, les compétences opérationnelles que vous avez qui vous permettent, disons, de vous positionner. Et le savoir aujourd'hui et de plus en plus sera abandonné comme quelque chose de crucial en termes de connaissances. Et donc, le plus important, c'est la pratique et disons
votre capacité à prouver votre savoir-faire qui va faire la différence. Vous faites une question, M. Jalal. Est-ce que les MOOC ne permettent pas d'acquérir ce savoir-faire? Parce que les MOOC, c'est surtout le savoir tout court par rapport à… C'est toujours dans la mesure de ce que vous venez de dire tout de suite. En fait, il y a disons, je dirais trois axes pour le développement des compétences. Il y a le savoir en termes de connaissances, le savoir-faire par rapport à la pratique et le savoir-être. Et aujourd'hui, c'est la conjugaison de tous ces volets qui vont faire une compétence. Le fait aujourd'hui que les MOOC vont vous permettre d'upgrader vos connaissances par rapport à un sujet, mais si disons, ces connaissances acquises à travers les MOOC ne sont pas mises en pratique réellement sur le terrain ou réellement par rapport à des mises en situation professionnelle, votre compétence restera toujours, moi personnellement, je pense, restera toujours avariée. Il est clair que je parle à travers l'angle d'une longue expérience dans le terrain par rapport à l'industrie. Peut-être sur d'autres domaines d'activité, ce n'est pas le cas, mais je pense que réellement pour l'industrie, le savoir-faire et le savoir-être sont capitaux pour la compétence. Si je peux faire juste une remarque, je suis d'accord avec vous. De toutes les manières, ce qu'on cherche dans une formation professionnelle, c'est le savoir-faire. Cependant, en fait, il y a, si je prends une discipline telle que tout ce qui est IT, on développe des codes et les codes, on n'a pas besoin d'un environnement physique pour le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire d'une manière distancielle aussi. Donc, des MOOC dans lesquels, en fait, il y a aussi du développement logiciel et que ce développement logiciel est vérifié, ça existe. Il y a des outils qui font ça, qui valident automatiquement que ce que vous faites est correct. Mais donc, la formation même pour les MOOC peut être orientée sur le savoir-faire. Et comme j'ai dit, de toutes les manières, c'est ce qu'on cherche à faire pour les formations professionnelles. Maintenant, il y a aussi un autre point. Et là, je reviens vraiment à une remarque que Siad a faite tout à l'heure. C'est en disant qu'il faut travailler sur son IQ et essayer de l'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas être, disons, en concurrence avec tout ce qui est intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que en plus disons, du savoir-faire, il faut aussi arriver à développer chez le participant, chez l'étudiant, la couche qui est au-dessus du savoir-faire. Cette couche qui est au-dessus du savoir-faire, c'est ce qu'une machine ne peut pas apprendre. Tout à fait d'accord, c'est Altman. En fait, j'ai une question. J'ai lu quelque part du concept Atawad. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Anytime, Anywhere, Any Device. En fait, c'est en gros l'objectif où on voudrait en venir en termes de digitalisation de la formation. Vous en pensez quoi? Est-ce que effectivement avoir accès à l'information n'importe où et en fait, se former n'importe où et à travers n'importe quel équipement serait un avantage? Est-ce que ça va développer le savoir-faire dont on vient de parler, surtout en industrie? Monsieur Jalal vient de dire que voilà, la pratique terrain est importante. Donc, qu'en pensez-vous? Donc, c'est une bonne question parce que c'est encore dans cet esprit de dire que, en fait, tout est accessible et donc on peut tout faire quand on veut. Mais au final, en fait, ce n'est pas
ce n'est pas vrai. Si on veut lire un roman, il y a un contexte, il y a un cadre qu'on cherche pour être plus concentré, pour pouvoir lire ce livre. Ou si on veut faire de la musique, c'est pareil. Et, euh, et donc, il faut faire la différence entre ce dont a besoin l'étudiant ou le participant et ce que un commerçant va offrir. Donc, parce que celui qui va vendre des formations, il le fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas, je ne peux pas dire que c'est vrai que c'est tentant de dire que on peut apprendre n'importe où quand on veut, etc. Mais je pense qu'il faut toujours avoir un cadre. Donc, ça veut dire que le participant doit être plus mûr en fait pour suivre ce type de formation. Monsieur Rkmani. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions, si Jalal, si Hassan. Moi, je pense que le plus important, c'est la motivation intrinsèque d'un apprenant par rapport à un cursus qu'il veut suivre. Donc, comme dit l'adage, qui ne connaît pas son port n'a pas de vent favorable. Donc, on peut s'inscrire à des cours en ligne. Aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible. Mais est-ce que ça répond à un besoin réel, pressant par rapport à l'apprenant? Là est toute la question. Par rapport à votre remarque sur les formations aujourd'hui accessibles partout, anywhere, anytime. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'adapter et contextualiser notre façon de faire par rapport aux besoins des apprenants. C'est clair que disons dispenser de la formation a évolué, et il va encore évoluer, et il doit s'adapter disons, à la population cible. Je pense qu'aujourd'hui, le blended learning est une réponse à cette, je dirais pas problématique, mais c'est une réponse à cette particularité. Et donc, s'adapter, contextualiser, sont les mots-clés qui permettront demain à ce que la formation soit accessible et, disons, répondant aux attentes des apprenants. Merci. Merci, Jalal. Peut-être je vois qu'il y a beaucoup de questions qui viennent dedans. Peut-être on prend une à deux questions avant de clore. Peut-être je vois une question de Sibichri. La formation doit répondre à un besoin spécifique et spécialement un savoir-faire. Comment le LMS doit répondre à ce besoin d'une manière dynamique et comment intégrer la partie pratique? Merci. Peut-être si Hassan ou si Jalal, peut-être les personnes qui sont plus ou moins habituées. Oui, c'est Jalal pour éclaircir un point sur LMS, Learning Management System, sur les parcours qu'on a sur la plateforme. C'est un apprentissage théorique. Ça veut dire la pratique. Chaque parcours, il a des coachs qui sont expérimentés, qui accompagnent le collaborateur dans son parcours. Donc, on doit différencier sur LMS, c'est les connaissances théoriques, et la pratique, il se fait sur des simulateurs et la pratique sur le terrain. Donc, LMS, c'est l'apprentissage théorique. En fait, j'ai fait une remarque tout à l'heure juste pour dire que nous, par rapport aux assessments, l'assessment de la pratique par rapport au métier de l'industrie est une composante importante. Et je dirais, elle a un poids de 2/3 par rapport à l'évaluation finale. Donc, c'est dire l'importance que nous donnons à la pratique métier. Par rapport à la question de
Bichri. Je crois que le LMS développé, comme je l'ai dit, c'est un retour d'expérience et c'est un enabler, c'est dire l'importance qu'il nous donne aujourd'hui par rapport à la gestion du programme de certification et qui intègre de façon dématérialisée tout le processus. Il est dynamique, il est évolutif et il intègre les exigences qui sont dictées par le terrain et qui sont dictées par les donneurs d'ordre qui sont aujourd'hui par rapport au centre de compétences industrielles qui sont les sites industriels. Et donc, nous nous adaptons par rapport aux exigences du site, notamment en matière de définition des exigences en matière de compétences, de savoir-faire. Et nous travaillons aujourd'hui même sur un programme par rapport au HSE en intégrant le savoir-faire. Parfait. Peut-être on prend juste une dernière question. Donc, moi, je prends la main de Nada parce que en fait, il a un problème de synchronisation entre la diffusion Zoom et YouTube. Donc, c'est pour ça que parfois, on entend des échos retardés de YouTube. Donc, la dernière question, peut-être, qui s'adresse aussi à Achouri et Jalal. Est-ce qu'on peut se baser uniquement sur la réalité augmentée et les simulations pour évaluer ou développer les compétences industrielles? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que la partie pratique, on peut se confier principalement ou uniquement sur la partie simulateur, etc., pour dire qu'une personne, il a assimilé la partie pratique de ce qu'on veut transmettre comme savoir? Moi, disons par rapport à l'expérience terrain, je reste catégorique que la pratique métier peut être facilitée, peut être, facilitée et on peut avoir un grand gain de temps en termes d'acquisition de connaissances, mais elle ne remplacera pas disons les évaluations par rapport à des immersions réelles sur le terrain. Et je parle bien des métiers de l'industrie. Au niveau des centres de compétences industrielles, par exemple, aujourd'hui, nous avons des simulateurs de procédés industriels qui nous ont permis un gain énorme en termes de temps, ce qui nous prenait dans le temps 2 ans, 3 ans pour former un opérateur de salle de contrôle en le mettant en parallèle avec quelqu'un d'expérimenté. Aujourd'hui, avec les simulateurs qui sont disponibles au niveau des sites par rapport aux procédés industriels, des procédés industriels de l'OCP, on peut former un opérateur de salle de contrôle par rapport à tous les aspects de connaissance, de conduite, de conduite d'installation, d'intégration des troubleshooting, de mise en difficulté par rapport à des situations d'urgence et en 3-4 mois. Hein. Donc, c'est un enabler important, mais l'évaluation finale se fait sur le terrain. Merci. Merci Jalal. Donc, je pense qu'on est dans les délais. Je remercie tous les participants, toutes les personnes qui nous ont suivis à distance pour cet événement. Je remercie également les intervenants pour leur temps, pour la qualité du partage. Je remercie encore une fois pour cette animation, pour la qualité de la gestion de ce webinaire. Et on se donne peut-être un prochain rendez-vous pour un prochain sujet qui est lié principalement à tous les métiers relatifs à l'industrie et cette révolution industrielle. Donc, merci à vous et à très bientôt. Merci à tous. Merci.